L'an dernier, les Kings étaient premiers de NBA. Cette année, ils sont 13e. 13e sur 30, et encore, au moment où je commençais un peu à m'intéresser au sujet, ils étaient 15e, donc à peine vraiment dans la moyenne NBA, ce qui était pourtant, encore une fois, une attaque d'élite et la meilleure de NBA l'an dernier. Donc aujourd'hui, on va essayer de se poser la question, que s'est-il passé? Que se passe-t-il actuellement chez les Kings pour que la meilleure attaque de NBA soit aujourd'hui seulement une attaque dans la moyenne? Et d'autant plus que je trouve que la question est d'autant plus intéressante que finalement on n'a pas du tout changé l'effectif ni le roster. On est même exactement sur la même rotation de joueurs que l'an dernier. On a le même top 8, littéralement. Donc De'Aaron Fox, Sabonis, Kevin Huerter, Harrison Barnes, Keegan Murray, le rookie de l'an dernier qui a continué de grandir, Malik Monk, en 6e homme, bien sûr, et même les 7e et 8e, Davion Mitchell et Trey Lyles, ce sont les mêmes. En termes de minutes par match, on a exactement le même top 8 que l'an dernier, ce qui, non seulement est un peu rare, déjà, d'une part, mais en plus, ce qui fait que, on ne sait pas trop comment expliquer ça. En tout cas, pour le reformuler, on pourrait avoir une explication assez facile sur le fait que l'effectif change, on n'a plus les mêmes, donc on peut comprendre un peu plus intuitivement que l'offensive rating et la force de frappe offensive ne soient plus la même. Or là, c'est pas du tout ce qu'on a. On a exactement le même effectif, et pourtant, on a une attaque qui était la meilleure de NBA qui est passée dans la moyenne. Donc, voilà, ça c'est le constat. C'est notre constat, c'est Sacramento ne score plus aussi bien qu'avant. Ok. Maintenant, on va essayer de chercher la réponse. La réponse un peu en deux temps. D'abord, il y a le quoi, et ensuite il y a le pourquoi. Le quoi, c'est concrètement qu'est-ce qui se passe dans cette attaque. On va essayer un peu de déchiffrer, de décrypter qu'est-ce qui se passe dans cette attaque, et puis peut-être que dans un deuxième temps, on essaiera de donner des réponses. Le pourquoi, est-ce qu'on a tel ou tel chiffre qui ont baissé ou qui ont augmenté? Donc on verra ça, mais d'abord, pour essayer de rester très concret, c'est intéressant, c'est plus intéressant de rester concret d'ailleurs, le quoi. Donc, que se passe-t-il concrètement? Le quoi? Où est ce différentiel? Que se passe-t-il? Déjà, première chose sur laquelle on peut s'interroger, c'est quid de la transition versus le demi-terrain? Est-ce que éventuellement, on n'aurait pas un des deux côtés du terrain qui est plus, moins performant qu'avant? Est-ce qu'on n'aurait pas une sous-performance d'un des deux qui expliquerait que l'offensive rating général, l'attaque en général, est moins performante? Donc, allons-y. La transition, la contre-attaque. Sacramento l'an dernier, 3e de NBA en termes de fréquence de contre-attaque, en termes de nombre de contre-attaques, 3e en fréquence. Cette année, ils sont 12e. Donc, de élite, 3e à 12e, beaucoup plus moyen. Bon, toujours, on tape à la porte du premier tiers, à peu près, mais on est quand même beaucoup plus moyen. Donc, moins de contre-attaque qu'avant. Et puis, également, en termes d'efficacité sur transition, les Kings étaient 9e l'an dernier. Par contre-attaque, l'efficacité par contre-attaque, 9e l'an dernier. Ça a chuté à la 25e place cette année. Donc non seulement il y a moins de contre-attaque, mais en plus, lorsque les Kings partent en contre-attaque, ça score beaucoup moins bien. 25e efficacité sur 30 en termes de transition, de contre-attaque. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième, donc, le jeu sur demi-terrain. Est-ce que, là aussi, sur du jeu posé, du jeu sur demi-terrain, est-ce que là aussi, on a un différentiel ou pas? Ou est-ce que c'est juste une question de nombre de contre-attaques? Et donc, voici les chiffres. Les Kings étaient 2e l'an passé, 2e de toute la NBA en termes d'efficacité sur transition. Cette année, ils sont 11e. Donc, une nouvelle fois, on est passé de élite à tout de même un peu plus moyen. On n'a plus autant de différences qui sont créées là-dessus. Transition, d'une part, en termes de fréquence, en termes d'efficacité, mais aussi donc en demi-terrain, sur du jeu posé. Les Kings étaient élite, 2e meilleure attaque de NBA sur jeu posé. Ils sont aujourd'hui 11e, et pour vous dire un peu les chiffres, 104,7 d'offensive rating sur demi-terrain l'an passé. Ça a chuté à 101,3. Donc, de 104,7 à 101,3. Ce qui, en soi, déjà est une chute en termes de chiffres bruts, mais, encore une fois, souvenez-vous,
l'évolution du jeu, patati patata. Cet écart n'est, comment dire, il est même amplifié par le contexte de la ligue autour. Et le fait que faire un même score dans une ligue plus ou moins propice à l'attaque, bah, c'est pas pareil en termes de valeur. Donc, si je peux vous le traduire, l'an dernier, sur demi-terrain, 104,7, on le divise par l'offensive rating moyen sur demi-terrain de l'an dernier, 98,4, on s'en fiche des chiffres, mais en gros, l'an dernier, l'attaque sur demi-terrain était 6% au-dessus de la moyenne NBA, plus 6%, alors que cette année, ils sont à peine à plus 2%. De plus 6% à plus 2%. Bon, vous allez me dire, c'est pas énorme, mais il faut aussi avoir un peu l'échelle des valeurs en tête. La répartition, on n'a pas des équipes qui vont taper du plus 60% par rapport à la moyenne, bien sûr. Donc, l'écart ne paraît pas grand entre plus 2 et plus 6, mais en fait, c'est quand même assez conséquent. Pour vous dire, par exemple, les Warriors de 2017, donc la première année avec Kevin Durant, l'année où ça a essayé beaucoup en saison régulière, plutôt que le rythme un peu de croisière qu'ils ont pris ensuite. Donc, une des meilleures équipes de l'histoire, Golden State 2017, était à plus 8% en termes d'efficacité par rapport à la moyenne de l'époque sur du jeu posé. Plus 8% Golden State en 2017, donc voilà, pour vous dire que les Kings qui étaient à plus 6 comparé à plus 2 cette année, c'était quelque chose l'an dernier. C'était vraiment significatif. Et cette perte, elle est significative. Donc, voilà. À la fois sur transition, moins de contre-attaque et moins efficace, et en plus, sur demi-terrain, on a aussi une attaque sur jeu posé, sur jeu placé, beaucoup moins efficace. Donc en fait, l'offensive rating général, l'attaque en général, elle marque moins de points, en fait, un peu dans les deux domaines du jeu. Voilà, donc ça c'est un peu le constat général. Bon maintenant, tant qu'à y être, on va essayer un peu de creuser un peu, voire peut-être essayer de comprendre un peu plus qu'est-ce qui se passe concrètement. Donc, au niveau du jeu en transition, on a dit, ils sont passés de 3e en fréquence à 12e. Bon, ce que nous permet de faire le site Cleaning the Glass, si ça vous intéresse, c'est de disséquer les transitions. Donc les transitions après une interception, on part en contre-attaque après une interception, ou alors les transitions après un rebond. On prend le rebond défensif et on explose en contre-attaque. Et donc, dans ces deux catégories, on a les Kings qui sont beaucoup moins bons que d'habitude. De 2e à 15e après interception, 2e élite, 15e cette année, à peine dans la moyenne, et puis de 1er après un rebond défensif l'an dernier, de 1er à 12e. Et là on parle de fréquence, hein. Donc on parle de nombre de contre-attaques. Donc en effet, à la fois après interception et après un rebond défensif, l'an dernier on avait une équipe qui explosait en contre-attaque, qui explosait en transition, alors que cette année, ça a l'air un peu moins impactant. Ça explose beaucoup moins, ça va beaucoup moins vite de l'autre côté du terrain que ça a pu être le cas par le passé. Donc voilà, ça c'est un peu pour le constat sur la transition en termes de fréquence, de nombre de contre-attaques. Ça attaque moins finalement après un rebond ou après une interception. Ça va beaucoup moins vite, très haut sur le terrain, attaquer la contre-attaque. Et puis de même en efficacité, où l'an dernier ils étaient 16e après un steal, après interception ils étaient 16e en efficacité. Ils sont passés 28e cette année. Donc clairement 28e sur 30, quasiment dernier de NBA, ou pas loin. Et puis après un rebond, pareil en efficacité, 7e l'an dernier, après un rebond défensif, ils explosaient en transition, 7e en efficacité par contre-attaque, 19e cette année. Bon, voilà, ça c'est pour le constat. Donc en effet, le jeu de contre-attaque qui faisait aussi la force des Kings l'an dernier, avec une équipe extrêmement rapide, qui allait très vite de l'autre côté du terrain, qui mettait la pression, etc., etc. Eh bien, cette année, on n'a plus trop ça. On n'a plus trop ça en termes de volume, on n'a plus trop ça non plus en termes d'efficacité, vous l'avez vu, et on n'a plus trop ça au global, puisque les deux mis à la fois, quand on multiplie l'un par l'autre, volume et efficacité, on a des résultats beaucoup moins bons. Donc ça, c'est pour le quoi, si vous voulez, le constat. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est aussi de se poser la question du pourquoi. C'est ça qui est intéressant. Et là, on n'a pas de bonne réponse. Là, il faut un peu chercher, il faut voir les matchs. C'est ce qu'on fait depuis le début de saison, d'ailleurs, évidemment. Bon, comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Est-ce que c'est simplement, est-ce que ça va moins en mastic, peut-être? Est-ce que Mike Brown ne leur crie peut-être pas assez dessus? Est-ce qu'il y a moins d'énergie? Est-ce qu'il y a moins d'envie? Est-ce que, je ne sais pas moi, est-ce qu'il y a un peu d'embourgeoisement de la part de joueurs qui ont été la surprise l'an dernier et qui cette année
se reposent sur leur laurier? Est-ce qu'il y a ce genre d'explication? Je ne sais pas. Je pense plutôt pas, moi. Je pense pas que ce soit ce genre d'explication. Est-ce que, par contre, moi, il y a un domaine qui m'intéresse. Est-ce que, à tout hasard, est-ce que ce ne serait pas lié aux 3 points en transition? Vous le savez, hein, dans le jeu moderne, on prend de plus en plus de 3 points en contre-attaque. Est-ce que, à tout hasard, on n'aurait pas cette année juste des Kings qui ne rentrent pas leurs 3 points en contre-attaque, et que du coup c'est un peu ça qui fait baisser, alors non pas le volume, mais au moins l'efficacité. Potentiellement. Et bien du coup je suis allé vérifier, et il se trouve que, pas tellement. L'explication ne se trouve pas vraiment en termes de 3 points, et seulement, entre guillemets, seulement de chance, le facteur aléatoire du 3 points qui parfois rentre, parfois ne rentre pas. On a assez peu de contrôle là-dessus, hein. Il peut y avoir des variations aléatoires qui échappent un peu à notre contrôle. Mais donc, a priori, ce n'est pas ça. C'est pas le hasard, c'est pas le shotmaking, puisque l'an dernier, en 2023, les Kings, sur les tirs pris avant la marque des 18 secondes à l'horloge, donc avant qu'il ne reste que 18 secondes à l'horloge des 24, donc sur ce laps de temps entre 24 et 18 secondes, a priori on est sur de la transition, bien sûr, et donc, les tirs pris à 3 points avant les 18 secondes à l'horloge, les Kings étaient à 32,6%, à peine, hein, 32,6%, c'était 29e, alors que cette année, ils sont à 36,5%, donc mieux, et c'est 18e. Donc non seulement, cette année, ils ne sont pas moins bons, moins chanceux sur la réussite, sur ces fameux 3 points en transition, mais en plus, ils sont meilleurs, et surtout, l'an dernier, en fait, ils étaient mauvais, et très mauvais. Les Kings étaient une des meilleures équipes de transition de NBA, pourtant, l'an dernier, en ne mettant que très peu de tirs à 3 points en contre-attaque. Donc, l'explication ne se trouve pas là-dessus, ne se trouve pas sur le shotmaking et sur le côté aléatoire du 3 points, pas en transition. Je pense que, si je devais parier, pour avoir vu pas mal de matchs, et même de manière plus générale, je pense qu'on a tout simplement affaire à un ajustement de la part des coaching staff, en fait. C'est-à-dire que on a une équipe qui l'an dernier avait un peu un effet de surprise. On les connaissait pas si bien que ça. C'était la bonne surprise de 2023. Cette année, tout le monde les attend en tournant, en fait. Je pense qu'il y a clairement un élément de plan de jeu où, en effet, cette année, les équipes, elles sont prêtes, les coaching staff, ils sont prêts, ils savent que ça va arriver, et donc, je pense que très simplement, on a des équipes qui sont beaucoup mieux préparées lorsqu'elles affrontent les Kings, et qui ont dans le plan de jeu ce côté défendre en transition. Peut-être ne pas attaquer autant le rebond offensif, peut-être juste faire attention de qui est-ce que on va défendre après une perte de balle ou un tir pris, etc. Enfin, en tout cas, sans doute que je pense qu'aujourd'hui les Kings ont été un peu la surprise et maintenant sont attendus. Et donc voilà, comme toutes les équipes, forcément c'est la transition c'est des points faciles, mais c'est aussi un domaine du jeu où du coup les coachs essaient souvent de limiter. Donc quand tu sais que tu affrontes une équipe qui est d'élite dans le domaine, finalement tu te prépares et le plan de jeu est établi et les équipes défendent sans doute beaucoup mieux parce qu'elles s'attendent un peu plus à ça, en fait, très simplement. Pour le coup, je peux pas être sûr, hein, je suis pas dans les coaching staff et je pense que ceux qui n'y sont pas ne peuvent pas le savoir, mais je pense que cette année, c'est un peu la différence, c'est que l'accent a dû être mis là-dessus sur chaque affrontement qu'ont les Kings cette année. Parce que, encore une fois, on est exactement sur le même top 8 en termes de minutes par match, la même rotation que l'an dernier. Avec les mêmes joueurs qui ont les mêmes forces et les mêmes faiblesses, et pourtant on a une équipe qui est moins efficace, et en plus on prend moins des transitions. Sans doute parce qu'en face, on a des équipes plus préparées et qui surtout sont prévenues, et qui, je pense, arrivent à un peu mieux gommer ce genre de points faciles, et qui l'an dernier, peut-être il y avait un effet de surprise, ou pas, je ne sais pas, mais cette année, sachant que les Kings sont élites là-dessus, les équipes sont préparées, très simplement. Après, ça c'est un peu un constat de transition à l'échelle globale de l'équipe. Est-ce qu'on peut voir aussi des choses en termes d'individualité? Peut-être que on a des moteurs d'équipe de transition qui sont moins bons. Pas tant que ça. Pas tant que ça. Et ce qui me fait un peu dire que effectivement on est sans doute plus sur l'explication du plan de jeu et le fait d'être attendu, puisque si on va chercher non pas les chiffres globaux d'équipe, les chiffres moyens de l'équipe, mais les individualités,
Eh bien, De'Aaron Fox, l'an dernier, c'était 5,5 possessions par match terminées en transition. Cette année, c'est 6,1. Donc, en plus, cette année, il en fait un peu plus. Et en termes d'efficacité, on est passé de 1,20 à 1,19. Bon. Voilà, De'Aaron Fox est tout aussi efficace en transition lorsqu'il prend des tirs en transition que l'an dernier. C'est peut-être, sans doute, juste que, comparé à l'an dernier, il y a peut-être moins d'opportunités et que les défenses peut-être se regroupent mieux, et ainsi de suite. Sabonis, oui. Sabonis, c'est un des seuls dont l'efficacité baisse un peu sur le plan individuel sur contre-attaque. Il passe de 0,99 points par possession à 0,93, mais bon, voilà, Sabonis, c'était pas non plus le moteur de transition de l'équipe l'an dernier, en tant qu'intérieur, même s'il est plus mobile que la moyenne, mais voilà, c'est pas non plus ton intérieur qui te fait la différence sur transition, c'est plutôt Fox, et Fox a des chiffres assez similaires, en tout cas sur le plan individuel, sur son propre scoring. Harrison Barnes, lui, il est passé de 112 l'an dernier de 1,12 points par possession, ou alors 112 par 100 possessions, c'est pareil, mais bref. Barnes est passé de 1,12 à 1,37 points par possession, donc lui, il augmente son efficacité en transition d'une année à l'autre, donc il est mieux que l'an dernier, même Harrison Barnes. Malik Monk, c'est un peu pareil, de 1,12 à 1,21 cette année, ok. Keegan Murray aussi, de 0,99 à 1,17 cette année. 0,99 à 1,17. Et puis, même Kevin Huerter passe de 1,05 l'an dernier à 1,24 cette année. Donc voilà. Bref, donc à une échelle individuelle, il n'y a pas trop de différence que ça, pour le coup. Au niveau de Fox, au niveau de Kevin Huerter, au niveau de Malik Monk, au niveau de Harrison Barnes, etc. Tout le monde est à peu près à la même efficacité, ou un peu meilleur même. Il y a que l'efficacité de Sabonis qui est un peu plus basse qu'avant. Peut-être aussi celle des role-players plus aléatoires, des Davion Mitchell, qui est moins bon cette année en termes d'efficacité sur transition. Des Trey Lyles aussi. Mais voilà, on n'est pas non plus... il n'y a pas un écart énorme, mais de toute façon, comme dit souvent, la transition, l'efficacité sur transition, certes, il y a des écarts, évidemment, mais c'est pas ça le plus important en transition, puisque même les mauvaises attaques de transition, elles sont efficaces, hyper efficaces en transition comparé au reste des tirs pris sur le terrain. La différence, c'est le volume, je pense. Donc vous voyez, De'Aaron Fox, qui est un peu le moteur de cette équipe en contre-attaque, ou alors Malik Monk, leurs chiffres individuels, quand ils prennent des tirs, sont les mêmes, mais je pense qu'il y a un effet plan de jeu où on leur autorise moins à prendre des tirs, ou même on les autorise beaucoup moins à créer du jeu, même pour les autres. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de situations où peut-être l'an dernier, De'Aaron Fox remontait la balle très vite et puis il faisait une passe, ou alors 2 ou 3 passes après, on avait un tir ouvert en transition ou un lay-up. Peut-être que cette année, on l'a pas, quoi. On l'a pas et ça se voit pas au niveau de ses tirs pris en transition individuellement ou de son efficacité individuelle. Mais voilà, je pense que pour moi, l'explication ce serait plutôt là-dessus. Le fait qu'on a des coaching staff très intelligents en NBA, évidemment, et qui du coup, cette année, s'apprête à affronter une équipe qui, on sait qu'elle est élite. Donc, on a pu travailler pendant l'été, on le sait, on met en place des choses et on arrive un peu à gommer et à freiner cette attaque de transition qui était élite et qui désormais n'est plus que dans la moyenne, en termes de volume, évidemment. Efficacité, ça a un peu baissé, mais je pense que c'est relativement anecdotique, en partie en tout cas, mais par contre le volume a baissé et ça c'est significatif. Merci d'avoir écouté cet extrait. S'il vous a plu, l'émission complète est disponible en description et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts. À bientôt.